Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Luxe et Artisanat. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Mariscaël. Chez les Mariscaël, l'orfèvrerie, c'est de famille. Orfèvre de père en fils depuis 4 générations, l'atelier d'orfèvre Mariscaël se trouve sous une des voûtes du viaduc des Arts sur l'avenue Daumesnil à Paris. Dans cet épisode, on aborde énormément de sujets avec Nicolas. D'abord, sa passion pour le métier d'orfèvre, comment il est devenu orfèvre, et vous verrez que la raison n'est pas du tout évidente, puisque c'est le sport qui l'a amené à pratiquer ce métier. Vous en saurez plus au cours de l'épisode. On discute également de la difficulté d'être artisan de nos jours. Ensuite, nous abordons les aspects un peu plus techniques de son métier, tels que la matière première qu'il utilise au quotidien, l'argent, ainsi que les outils qui sont, selon lui, le sang de l'artisan. Des outils qui lui ont été transmis de père en fils depuis 4 générations et que sa fille héritera sûrement puisqu'elle est sur le point de devenir orfèvre, elle également. Nicolas nous transporte dans son monde avec passion. C'est en vrai passionné qu'il parle de son métier, de son savoir-faire, mais pas que. Il soulève beaucoup de questions sur notre façon de travailler, de consommer, les exigences de productivité et de rapidité d'apprentissage dont les jeunes diplômés doivent faire face en entrant dans le monde du travail. J'ai vraiment adoré interviewer Nicolas. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Comme cet épisode est long, plus long que les autres, je l'ai coupé en 2 parties. Vous êtes sur le point d'écouter la première partie, la deuxième sera diffusée prochainement. N'hésitez pas à parler de l'épisode, du podcast en général, autour de vous et à le partager. Aussi, j'attends vos 5 petites étoiles sur iTunes. En attendant, je vous invite à aller faire un tour sur la page Instagram du podcast, @luxe et artisanat tout attaché, où vous pourrez admirer de superbes photos de l'atelier de la maison Mariscaël, qui ressemble à une vraie caverne d'Ali Baba. Bonne écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bonjour Monsieur Mariscaël. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter, s'il vous plaît. Alors donc, je m'appelle Nicolas Mariscaël, j'ai 54 ans et je suis orfèvre. Je suis issu d'une famille d'orfèvres dont je suis la 3e génération. Ça a commencé avec mon grand-père qui était cuilleriste, qui venait du nord de la France, de Dunkerque, qui est venu comme apprenti à l'âge de 14 ans à Paris, dans une grande maison d'orfèvrerie. Donc lui, il a fait son chemin, il ne fabriquait que des couverts en argent. Et il a formé mon père par la suite, qui a fait la même chose que lui, mais mon père s'est spécialisé dans la restauration d'argenterie ancienne. Et moi, donc, j'ai commencé le métier à l'âge de 17 ans. Et je fais actuellement la même chose que mon grand-père et mon père, à savoir donc de la fabrication, de la restauration d'argenterie ancienne. Et j'ai ajouté un ton, on va dire, très contemporain, qui est la création d'argenterie, d'orfèvrerie, pièces contemporaines en série limitée. D'accord. Voilà. Et notre atelier était situé dans le Marais, historiquement dans le Marais, et ça fait 7 ans qu'on est installé au viaduc des Arts. Et depuis 2 ans, ma fille Mélissa Mariscaël m'a rejoint. Elle a fait une école de design et graphique à l'école Penningen, et elle a décidé de rejoindre l'entreprise familiale pour par la suite succéder. Ok. Donc en fait, la création est apparue vraiment. Enfin, c'est vous qui avez apporté la création dans la maison en fait Mariscaël. Et pourquoi est-ce que c'était important pour vous de faire de la création ? Alors, en fait, notre activité du temps de mon père, c'était vraiment principalement la restauration d'argenterie ancienne. Donc j'ai été nourri pendant, on va dire, une quinzaine d'années à restaurer les pièces anciennes. Donc je connais sur le bout des doigts toute l'orfèvrerie ancienne, française, un peu moins étrangère.
Et au bout du compte, j'ai rencontré des créateurs et je me suis dit, pourquoi est-ce que moi, je ne crée pas d'objets donc je me suis un peu remis en question. Et le but, c'était principalement de montrer une image beaucoup plus moderne, parce que l'orfèvrerie en tant que telle a une image un peu désuète, un peu vieillotte. On parle de l'argenterie de sa grand-mère. Et moi, ce que j'ai toujours cherché depuis que j'ai commencé à créer des objets contemporains, depuis un peu avant les années 2000, c'est justement donner un aspect très moderne, bien sûr avec mes inspirations, mes préférences dans l'histoire de l'orfèvrerie ancienne, qui sont plutôt un peu art déco, le style un peu Louis XIV, un peu épuré. Donc je m'inspire de ces périodes et j'essaye de donner un aspect contemporain, même depuis certaines années, à collaborer avec des designers et intégrer même de la technologie dans mes pièces d'orfèvrerie. Quand vous dites intégrer de la technologie, moi ça me fait penser, parce que du coup on s'est déjà rencontrés une première fois, c'était pendant la journée européenne des métiers d'art. D'ailleurs j'invite les nombreux auditeurs qui écoutent, s'ils sont sur Paris, si jamais ça les intéresse de visiter des ateliers, d'en profiter. De cette journée-là, vous avez fait Diffuseur de parfum. Un diffuseur de parfum. Qui est absolument incroyable. On peut le retrouver sur votre site internet peut-être. Sûr, oui, ouais. Oui. Et en fait, ce qui est assez fou avec ce diffuseur de parfum, c'est que, en fait, il tourne tout seul. Et est-ce que vous pouvez me raconter, enfin, expliquer un petit peu cette expérience-là, le fait de faire ce diffuseur-là, comment ça s'est passé, dans quel cadre, et comment est-ce que vous en êtes amené en fait à faire cette pièce-là? Alors, en fait, cette expérience a commencé. C'est un objet que j'ai fabriqué et qu'on a conçu avec un designer qui s'appelle Felipe Ribon. Et en fait, je ne le connaissais pas. On nous a réunis pour une exposition, justement pour les Journées européennes des métiers d'art. Donc c'était l'Institut national des métiers d'art qui organisait cette exposition. Et l'exposition était aux Arts Déco, au musée des Arts Déco à Paris. Et le thème, c'était mutation. Dans cette exposition, le commissaire de l'exposition avait prévu son projet, c'était de sortir une œuvre symbolique de toutes les matières, de chaque matière des métiers d'art. Donc une œuvre en bois, une œuvre en argent, etc. Une œuvre en verre, une œuvre en pierre, une œuvre en textile. Et donc ils avaient sorti un diffuseur, un brûle-parfum d'époque 18e que je connaissais. Et on avait l'objectif, c'était de créer le pendant contemporain, donc un diffuseur de parfum. Donc il y avait dans chaque pièce, il y avait l'objet historique du musée des Arts Déco et l'œuvre qui a été conçue par un designer et un orfèvre ou un artisan spécialiste de chaque matière. Et donc c'est comme ça qu'on nous a réunis avec Felipe Ribon. On a fait cette œuvre. Donc après, Felipe Ribon, c'est un designer assez brillant. Il est rentré dans mon univers, il a vu mes créations, on a beaucoup discuté et on a au final créé un objet incroyable qui diffuse du parfum à l'aide de billes olfactives. On est allé à l'osmothèque de Versailles pour rencontrer les dernières technologies qui se faisaient, qui avaient été créées pour cet objet. Donc c'est un objet qui a une forme en forme d'holoïde. L'holoïde, c'est une forme qui a été créée par Paul Schwartz en 1925. Très pure, comme une double hélice. Et elle est propulsée par un moteur. Donc là, vous avez une technologie contemporaine de la dernière diffusion de
parfum à l'aide de billes olfactives. Et on peut utiliser aussi de la céramique poreuse. Et ça vous donne, c'est pas un diffuseur de parfum, on va dire très, très fort, ça vous donne comme une ambiance, comme un bouquet de fleurs. Et vous avez plusieurs vitesses. En fait, c'était vraiment une expérience très riche, très, très intéressante. Un objet difficile à faire, fait main, en argent massif. Et par la suite, donc, on a eu beaucoup de succès lors de cette exposition. Et on nous a dit de le présenter au prix Bettencourt, le prix de l'intelligence de la main. Et on a gagné le prix Dialogue en 2015. Donc c'était une expérience extraordinaire. Bah, félicitations. Est-ce que c'est pas compliqué, on va dire techniquement, de travailler avec un designer, dans le sens où un designer va pas forcément connaître les limites de la matière, et alors que vous, forcément, vous la connaissez, c'est vous qui la travaillez tous les jours. Comment est-ce qu'elle se fait en fait cette entente entre un designer et un artisan ? Est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt se faire au feeling, selon la personnalité des gens avec qui vous travaillez, ou est-ce qu'il y a vraiment des règles qui sont bien définies ? Comment ça se passe en fait ? Alors, en fait, je pense qu'il faut, entre le designer et l'artisan, chacun a ses forces et chacun a ses faiblesses. L'avantage de faire un travail collectif ou à deux, c'est qu'on peut unir chacun nos forces. Et je pense qu'il faut partager non seulement les tâches, mais il faut partager le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. On ne peut pas dire oui, ça va bien se passer ou ça va mal se passer. Ce qu'il faut, c'est faire, comme dans un couple, un peu des concessions, être à l'écoute de l'autre et être convaincu, lorsque vous êtes convaincu de vos capacités et de vos possibilités dans chacun, que ce soit pour le designer ou pour l'artisan, vous arrivez au bout du compte à trouver une solution. Et en fait, on a eu plein d'obstacles pour cet objet, mais au bout du compte, on arrive à travailler ensemble, à réfléchir ensemble en tenant compte des volontés de chacun. Et en fait, on est beaucoup plus fort, et ça donne un résultat beaucoup plus performant. D'ailleurs, ce sont des exemples qui, pour moi, sont très importants. Ça m'a permis de voir autrement les choses, de percevoir des possibilités de fabrication différentes, d'avoir un spectre beaucoup plus large au niveau de l'écoute, de l'expérience, des travaux, que ce soit dans le numérique ou passer à... On peut travailler avec les méthodes ancestrales de l'orfèvrerie, mais aussi travailler avec les méthodes numériques modernes, avec les machines numériques qui nous font avancer. Voilà. C'est sûrement ce qui va se passer maintenant avec ma fille qui a d'autres horizons. Donc c'est ça. Alors bon, moi j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les designers. J'en ai eu 2, voire un peu plus. Mais c'est vrai qu'avec Philippe Héribon, c'était une expérience riche, pas seulement sur le plan professionnel ni artistique, humainement. Enfin, c'était vraiment. C'est d'ailleurs vraiment. C'est plus qu'une relation professionnelle. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment, parce que en plus, ça s'est vraiment super bien passé. Ok. On va revenir un petit peu en arrière. J'aimerais bien qu'on revienne à vous, quand vous étiez jeune, quand vous avez commencé du coup à travailler avec votre père. Donc du coup, la maison Mariscaël, c'est une maison familiale. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que vous avez décidé de reprendre un peu les rênes parce que vous aviez peut-être un peu cette pression, parce que c'est la maison familiale et qu'il faut quand même perpétuer ce savoir-faire, et c'est une maison qui porte votre nom, ou vraiment parce que voilà, vous aimez ce métier, vous aimez la matière que vous travaillez, et vous n'êtes pas plus posé de questions de ça, et que si ça se trouve,
si votre père n'était pas orfèvre, ça se trouve, vous le serez quand même devenu, en fait. Comment ça s'est passé un peu? Et puis aussi cette transmission de savoir qui est extrêmement importante, quel que soit le métier, mais qui est peut-être plus évidente dans l'artisanat. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors en fait, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que la personne la plus importante à mes yeux de la famille, c'est mon grand-père, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort, j'avais 4 ans. Et en fait, il a instauré deux choses très importantes dans notre famille, enfin pour moi, et qui m'a été inculqué très rapidement par mon père. Ces deux activités, c'est le métier de l'orfèvrerie, mais pas en premier. Il a instauré aussi le sport, un sport, qui est le water polo. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais en fait, j'ai fait ce métier pour faire du sport. J'ai pas fait ce métier pour faire ce métier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça paraît fou, mais en fait, mon grand-père, pour moi, c'est une image très symbolique. C'est comme une icône. Parce que tout le monde, que ce soit dans le milieu sportif ou dans le milieu professionnel, m'a dit que du bien sur lui. Voilà, c'était un homme différent qui a créé des choses. Donc il est parti de rien. Ses parents étaient pauvres. Et il est venu à Paris, et il a fait ce métier. Mais en même temps, il était prof de sport et il a créé un club de water polo. Voilà. Et il était très fort en water polo. Bon, mon père a succédé à ces choses importantes. Et quand j'étais jeune, moi je travaillais pas trop mal à l'école. Enfin, j'étais bon en maths, mais il voulait que je m'entraîne pour le water polo. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et il se trouve que mon père donc était orfèvre et il désirait tellement que je devienne un joueur de water polo parce qu'il avait succédé au club de water polo. Donc j'ai décidé de faire ce métier pour faire les Jeux Olympiques. Je voulais faire les Jeux Olympiques en water polo. Et j'ai dit, je ne peux plus travailler parce que je m'entraînais tous les jours, j'étais jeune. Je vais faire ce métier. Et je faisais ce métier comme apprenti, donc j'ai décidé à 17 ans d'arrêter les études, enfin pas d'arrêter les études parce qu'on étudie toute sa vie, même encore, mais de faire un apprentissage dans mon métier. Je me suis dit, je vais pouvoir faire mon sport puisque mon père, c'est mon patron, ça va être mon patron, c'est mon père, et c'est mon président de club, donc je vais pouvoir faire ce que je veux. Et finalement, j'ai fait ce métier grâce au water polo. J'ai fait les Jeux Olympiques. Vous avez fait les Jeux Olympiques? Ouais, mais c'était en quelle année 1988. Les Jeux Olympiques de Séoul. Voilà, j'étais en équipe nationale pendant 6 ans. Ah oui, oui, donc 1984 à 92. Donc le sport avait vraiment une place très 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 importante dans votre vie. Très importante, voilà. Et il se trouve qu'après je me suis marié, donc j'ai dû arrêter attention, je faisais pas, j'ai travaillé et j'ai tout de suite aimé ce métier. J'ai eu la chance en fait d'avoir un parcours qui m'est tombé dessus et là, je me suis épanoui. Voilà. Bon, mais bon, j'ai eu beaucoup de chance. C'était pas le cas de tout le monde dans ma famille. Donc après, donc j'ai évolué dans le métier. J'étais un peu, à vrai dire, un peu frustré par la suite d'avoir arrêté mes études aussitôt. Donc j'ai passé le diplôme de gémologie, les pierres précieuses, et j'ai fait aussi à l'école du Louvre l'histoire de l'art, pour compléter en fait, combler un peu toutes ces études qui me manquaient. Voilà. Et donc par la suite, je me suis bien épanoui dans mon métier. Mon père est décédé j'avais 28 ans, donc j'ai dû succéder très rapidement, avec quelques problèmes familiaux. J'ai dû succéder très rapidement à mon père. C'est l'âge de ma fille actuelle. C'est comme si mais bon, j'avais déjà 10 ans de métier dans les mains. Donc au bout de 10 ans, d'ailleurs c'est à mon sens, c'est 10 ans d'expérience pour pouvoir s'en sortir dans ces métiers-là. Parce qu'en fait, dans le métier de l'orfèvrerie, vous avez beaucoup de spécialités qui sont très longues à apprendre. Travailler au marteau,
l'assemblage, la soudure, la ciselure, la gravure, enfin, c'est plein le polissage, enfin, tout ça, Et en fait, comme ces spécialités étaient avant des métiers à part, vous vous devez de tout savoir faire. Voilà, donc c'est en fait une chance, une histoire, une succession. Et en fait, je suis très fier actuellement parce que je me suis épanoui dans mon métier qui a énormément évolué. Alors, je ne pense pas... je sais très bien qu'il faut beaucoup travailler, mais moi, vous me dites de travailler toute la journée. Pour moi, c'est un plaisir. J'adore ce que je fais. J'adore cette matière. Enfin, pour moi, j'ai beaucoup de chance. Et là, maintenant que ma fille a décidé de me rejoindre, alors que ce n'était pas du tout prévu, c'était encore un bonheur encore un peu plus fort. Du coup, vous aviez peur un peu que personne ne reprenne Alors, en effet, si vous voulez, la difficulté des métiers d'art, c'est que nous sommes complètement à contre-courant de la société actuelle. La société actuelle, elle va à 100 à l'heure, avec les réseaux sociaux, et même nous, on le ressent, c'est-à-dire qu'on doit travailler vite, bien, les délais sont réduits, et ça, alors à mon âge, l'avantage dans les métiers, c'est plus vous vieillissez, plus vous travaillez vite, et plus vous êtes performant. Mais quand vous commencez, les jeunes, vous n'êtes pas performant tout de suite. Vous devez vous acclimater, apprendre votre métier. Et donc là, c'est un apprentissage il faut entre 5 ans minimum, hein, et 10 ans. Et 10 ans, vous êtes bien. Mais là, avec cette société, vous êtes obligé de donner un résultat parfait, alors que tous les jeunes n'ont pas cette expérience. Donc, oui, la difficulté, c'est de trouver des jeunes qui ont la patience, qui ont la valeur du travail. Maintenant, vous sortez de l'école, vous voulez gagner des milliers d'euros. Ça ne se passe pas comme ça, c'est très dur et on ne se rend pas compte, du travail, et surtout sur le plan manuel, du travail qu'il faut accomplir pour tenir une entreprise, pour avoir des salariés, pour prévoir les marchés, créer. C'est dingue. Moi, j'ai eu à un moment donné, pas une crise, mais une réflexion quand donc j'étais marié, j'avais des enfants bas âge, et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais faire pour être un bon père, un bon mari, un bon chef d'entreprise, un bon gestionnaire, un bon artisan, que je sois en bonne santé, mais vous imaginez le truc ? Alors, vous allez me dire, j'ai vu un article c'était le management, je crois. C'était, j'en ai parlé toute ma vie parce que ça a été une des règles, c'est qu'il faut s'organiser. Ma question, c'était comment les PDG de grands groupes s'en sortent pour tout réussir. Voilà. Et alors, j'ai lu un livre qui s'appelle les 7 principes pour réussir tout ce que vous voulez entreprendre, qui est de Stephen Covey. D'accord. Ça, je mettrai du coup la référence. Et ça a réglé ma vie. Voilà. Donc, mais c'est pas évident. Donc, pour répondre à votre question, j'ai eu beaucoup de doutes, c'est vrai. Plus je vieillissais. Et là, en fait, c'est arrivé. Le bonheur est arrivé par ma fille qui, depuis 2 ans, est dans l'entreprise. Alors, c'est pas simple, parce que travailler en famille, c'est jamais simple. Et là, on revient à la collaboration, on revient à partager le pouvoir, on revient l'aspect avec les designers, les compromis, l'adaptation, le fait de transmettre. Transmettre, c'est super difficile de transmettre. Hein. C'est celui qui transmet à l'autre qui est en cause. Hein. C'est-à-dire que si vous transmettez mal à votre apprenti, c'est pas de la faute de l'apprenti, c'est de la faute du prof. Et ça, c'est pas évident. J'imagine bien, surtout que vous avez relevé un point là tout à l'heure quand
quand vous parliez de votre grand questionnement, etc., et que vous disiez, voilà, comment est-ce que je vais faire pour être un bon père, un bon, etc., mais vous avez surtout dit un bon gestionnaire, un bon chef d'entreprise et un bon artisan. Et c'est vrai que quand on apprend le métier d'artisan, quel que soit le type de métier, que ce soit de la maroquinerie, de l'orfèvre, enfin, etc., s'il y a une chose qu'on n'enseigne pas du tout, c'est bien tout ce qui va à côté, mais en fait tout ce qui fait marcher l'entreprise. C'est-à-dire gérer l'entreprise, c'est-à-dire gérer des recrutements, s'il doit y en avoir, gérer la comptabilité, etc. Et c'est vrai que moi je m'étonne encore aujourd'hui, en 2019, que dans les écoles, on n'enseigne pas forcément ça. Alors moi j'ai fait que un CAP entre guillemets, donc je suis pas allée plus loin dans le métier de l'artisanat. Mais en tous les cas, voilà, vous avez fait qu'un CAP, mais c'est vrai que même au niveau CAP, ce sont des questions qui sont même pas juste abordées en fait. Et après, on s'étonne pourquoi est-ce que... après, ça peut être un bon moyen d'aborder le sujet de l'artisanat d'art en général, en France. Et après, on s'étonne pourquoi est-ce que c'est un secteur qui est un petit peu en crise. Mais en fait, si on fabrique des objets, des pièces qui sont absolument magnifiques, mais qu'on ne sait pas les vendre, c'est un peu compliqué. Donc, vous, déjà, comment est-ce que vous avez appris tous ces aspects-là de chef d'entreprise? Vous avez dit que vous avez repris vos études, donc c'est peut-être là. Et, Alors, en fait, là, vous soulevez un point qui est hyper important parce que moi, je me rends compte que non seulement, on va dire, les jeunes qui sortent d'un CAP n'ont aucune notion de gestion, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que moi, je vois mes enfants, mes filles, qui ont fait des études supérieures à Bac+5, mais ils n'ont aucune notion de gestion d'entreprise. Alors, parce que je pense que... alors là, je reviens sur mon expérience. C'est comment... ce qui s'est passé, c'est que, en fait, mes parents, mon père était un artisan. Il est sorti des 30 Glorieuses. Le travail affluait. C'était affolant. Et il a vécu ça. Il n'y avait pas besoin de gérer. De toute façon, il y avait du travail. Donc, peu importe. Et puis, il est arrivé le premier choc pétrolier en 82, 85. Et là, ça a été une crise. Et là, quand vous êtes en crise, c'est différent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir sur votre marché, déjà. Mais il faut gérer votre entreprise, les charges et autres. Et ça, c'est un point capital. Vous avez beau être un surdoué dans votre métier, sur le plan manuel, si vous n'avez aucune notion de gestion, je vais vous dire, même encore, moi, tous les matins, je gère mon entreprise. Tous les matins, j'arrive plus tôt et je regarde ce qui rentre, ce qui sort, ce qui doit sortir, ce qui est rentré, toutes les charges à payer. Alors, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est que mes parents ne savaient pas gérer. Donc, on était tout le temps, à la rue, financièrement. On était tout le temps à découvert. Enfin, c'était incroyable. Je trouvais ça ahurissant. Et donc, j'ai pris les choses en main. J'ai appris à gérer tout seul en apprenant. Vous savez, maintenant, il y a comment gérer votre entreprise pour les nuls. C'était à peu près la même chose. J'ai appris comment fonctionnait une société, une SARL, sur le bout des doigts et toutes les charges à payer. Mais ça, vous avez raison, c'est hyper important. Si on n'apprend pas aux artisans à bien gérer, et je le vois autour de moi, il y a plein d'artisans qui ne savent pas gérer leur entreprise, qui ne prévoient rien. Et même si vous avez un comptable, il ne va pas vous dire, voilà, il faut investir là, il faut investir là. Donc c'est vraiment très important, il y a ça, et il y a aussi connaître son marché. Si vous ne connaissez pas votre marché, alors là, c'est l'expérience. Et bien sûr, maintenant, c'est différent, parce que à mon époque, quand j'ai commencé, le marché était stable, et il était pas, on va dire, il était connu. Maintenant, les métiers changent, les besoins changent. Même si vous avez un fonds de roulement sur
différentes activités, il faut élargir votre spectre. Non seulement sur ce que vous désirez apporter comme service, et c'est pour ça que moi je me suis ouvert, j'ai continué les activités de mon grand-père et de mon père, la fabrication et la restauration d'argenterie ancienne. La restauration, ça représente encore 40% de mon activité. J'ai amené la création. Mon épouse a créé un secteur que j'ai complètement négligé, parce qu'elle travaille aussi avec moi, qui est les solutions de rangement pour l'argenterie ancienne, pour l'argenterie. Et ça, c'est hyper important. Et ma fille, elle, veut apporter un autre secteur qui est tout ce qui est bijoux, argent, et le développer. Donc votre fils travaille avec votre femme, c'est ça? Exact. Voilà. Il a commencé un peu avec moi. Ça, c'est pas... il travaille quand même avec moi un peu, hein, mais en fait, ça lui plaît beaucoup plus de travailler avec sa mère dans le tissu antioxydant. Voilà. Et oui, c'est vrai que pour les solutions de rangement, on n'y pense pas forcément, mais c'est tellement une évidence en fait. C'est hyper important pour l'argenterie. Ça n'était même pas à mes yeux. Ouais. Vous vous rendez compte alors que je suis... Et c'est elle. Alors, en fait, c'est pareil. Tout ça, ce sont des associations. Alors c'est vrai qu'on est très... c'est comme un clan familial qui fait rentrer personne, mais en fait pas du tout. C'est que moi j'ai pas eu j'ai formé, enfin j'ai pas formé beaucoup de personnes, mais j'ai eu plein de stagiaires de l'école Boulle, de l'école Tanné aussi. C'est l'école Tanné, c'est la seule école d'orfèvrerie qui enseigne l'orfèvrerie encore à Plouermel, en Bretagne. Mais c'est vrai que maintenant les jeunes ils veulent faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous voulez être orfèvre, mais vous voulez être aussi, vous avez une formation d'ébéniste, ou vous voulez cumuler le design, donc c'est difficile les jeunes ont du mal à s'arrêter et puis voir une seule ligne droite. Ils veulent, maintenant, dans notre société, on n'est pas sûr et certain de faire le même métier toute sa vie. Oui, c'est vrai. Après, bah oui. Enfin, d'ailleurs, moi, j'en suis un peu la preuve. Mais oui, c'est voilà. Mais après, c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Enfin, moi, je vois mes parents. Je vois mes parents. Enfin, mon père pendant plus de 25 ans, même boulot. Ma mère, c'est pareil. Oui. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Alors après, c'est dû à quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a accès à énormément d'informations gratuitement et du coup, bah, voilà, ça nous donne plus d'appétit. Oui. Et ça nous donne plus envie de faire de choses. Alors après, c'est bien parce que du coup, ça augmente notre spectre de connaissances. Alors après, dans un métier artisanal, est-ce qu'il vaut peut-être mieux pas quand même se spécialiser pour vraiment exceller dans un métier particulier? Sûrement. Moi, je pense. En fait, c'est difficile. Alors, je pense qu'il faut... De toute façon, les artisans se modernisent. Ils achètent des machines numériques. On va être obligé de faire ça, de toute manière. Mais il faut bien connaître son métier si vous l'aimez. La chance, c'est ça. Si vous aimez ce métier, vous avez le sourire. Et les gens ils ne sourient pas, ne sont pas heureux dans leur métier. Et c'est quand même 80% de votre activité journalière. Enfin, 80%, j'exagère. Enfin, pour moi, c'est 80%. Mais, et ça, c'est dramatique. C'est dramatique si vous n'aimez pas votre métier, si vous n'aimez pas ce que vous faites. On le voit, les gens aigris, tout de suite, on le voit. Donc ça, c'est vraiment un... Il suffit de prendre la ligne 13 le matin, à 9h, enfin 8h30. Non, les gens ne sont pas souriants. Et alors, c'est ça. Moi, je pense que, bon, si vous êtes avec votre conjoint et que vous êtes heureux, alors là, c'est encore mieux. Donc, si vous avez un métier et que vous avez votre conjoint que vous aimez, alors là c'est le bouquet. Mais c'est vraiment pas simple de s'épanouir professionnellement. Après, moi je suis d'accord, on peut changer de métier.
Mais dans nos métiers, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Bah, surtout qu'il faut 10 ans pour pouvoir... Enfin, c'est ce que vous avez dit, hein, qu'il fallait une dizaine d'années. 10 ans pour maîtriser un métier tel que l'orfèvrerie, qui a plusieurs spécialités. On n'a pas une seule tâche. On travaille au marteau, on soude au chalumeau, on travaille l'argent. Donc, il faut beaucoup de méthodes manuelles à la cheville, du travail à la cheville, comme la joaillerie, comme la bijouterie. Et puis, il y a aussi un facteur qui est primordial dans mon métier, dans ce que je fais, et d'ailleurs, si je n'avais pas eu cette particularité, c'est-à-dire l'outillage, il faut savoir qu'il y a deux choses cruciales dans mon métier. Il y a le savoir-faire, mais ça, de toute manière, c'est à la portée de chacun, si on travaille. Et il y a l'outillage. Donc, pour répondre à la question, est-ce que vous étiez sûr, si j'avais pas hérité de l'outillage de mon grand-père et de mon père, il est sûr et certain que je n'aurais pas fait ce métier. On ne peut pas faire ce métier sans... C'est un outillage en acier. C'est un investissement incroyable. Voilà, c'est introuvable. On ne peut pas le trouver. Donc, je pense que c'est pour ça que ma fille, elle a aussi vu l'importance de... vous vous rendez compte, ce ne sont que des outils en acier qui sont forgés à la main. Donc, c'est même pas moi qui fais ça, c'est un ferronnier. Et pour refaire un objet, c'est 2000 €, quoi. Donc, un outil, c'est 2000 €. Moi, j'en ai des centaines. Et donc, ça, c'est vraiment... en fait, c'est le sang de l'entreprise. C'est vraiment... sans ça, vous ne faites plus rien. D'ailleurs, du coup, je mettrai quelques photos sur le compte Instagram @luxe-et-artisanat, tout attaché. Et voilà, c'est terminé pour le moment, en tous les cas. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, pour cet épisode, en fait, j'ai décidé de le couper en deux parce qu'il est particulièrement long. C'est-à-dire que là, on est déjà à peu près une 40aine de minutes et ce n'est que la première partie de l'épisode. Donc, pour écouter la fin de l'épisode, je vous demanderai d'être un petit peu patient puisque la deuxième partie, en fait, sera publiée très prochainement. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, @luxe-et-artisanat tout attaché, et aussi sur mon LinkedIn, Soukaina Gutiérrez. En attendant, n'hésitez pas à me mettre 5 petites étoiles sur iTunes et vous pouvez tout à fait me contacter, m'envoyer des messages, me poser des questions ou me suggérer des invités. Pareil, sur Instagram ou sur LinkedIn, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cet épisode qui, j'espère, vous a plu et vous a donné l'eau à la bouche pour la seconde partie. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.